Pour appliquer la méthode dynamique modale spectrale, on a besoin de vérifier les conditions d'application. Si les conditions d'application de la méthode statique équivalente ne sont pas vérifiées, donc il est indispensable de calculer les forces sismiques par cette méthode. La modélisation est faite pour deux catégories. Si les bâtiments portent des formes régulières plus des planchers rigides, dans ce cas, la discrétisation des modèles en plan doit être avoir des masses concentrées avec un seul degré de liberté qui représente la translation horizontale, plus un encastrement à la base. Par contre, si les bâtiments étudiés ont des formes irrégulières et des planchers rigides, dans ce cas, la discrétisation des modèles est faite par un modèle tridimensionnel. Dans ce cas, les masses concentrées doivent avoir 3 degrés de liberté qui représentent deux translations horizontales et une rotation verticale autour d'un axe vertical, plus un encastrement à la base. Après ça, on peut suivre les étapes suivantes pour déterminer les forces sismiques. Tout d'abord, on doit calculer les pulsations et les modes propres en utilisant l'une des méthodes suivantes, c'est-à-dire la méthode exacte ou la méthode de Holzer ou la méthode de Stodola. Généralement, la méthode de Holzer, c'est une méthode itérative destinée pour déterminer les pulsations et les modes propres pour les bâtiments constituants ou contreventés par des portiques. Par contre, la méthode de Stodola, c'est une méthode adéquate pour les constructions contreventées par voile. Après ça, nous avons besoin de calculer la participation des masses avec cette formule. Et par la suite, dans la troisième phase, on a besoin de calculer le spectre de réponse pour chaque mode. C'est-à-dire, pour chaque mode, on doit calculer SA sur G en fonction des facteurs ou des coefficients déjà calculés par la méthode statique équivalente, tels que le coefficient A, le coefficient Q, le coefficient R, ou neta, T1, T2, et ainsi de suite. Plus la vérification de telles conditions avec la période correspond au mode calculé. Dans la phase numéro 4, on a besoin de calculer à la base pour chaque mode l'effort tranchant avec cette formule. Donc l'effort tranchant à la base pour chaque mode est égal le spectre de réponse pour chaque mode fois la participation des masses pour chaque mode fois le poids total de la structure. À cinquième étape, nous avons besoin après ça de faire la comparaison entre les efforts tranchants calculés dans la méthode statique équivalente et la méthode dynamique modale spectrale. Selon les règlements algériens, on doit vérifier est-ce que l'effort tranchant calculé par la méthode dynamique est inférieur ou égal à 0,80 de l'effort tranchant calculé par la méthode statique équivalente. Dans la sixième étape, on doit pour chaque mode de calculer ou estimer la force sismique à chaque niveau par cette formule. Donc ça représente l'effort tranchant à la base pour chaque mode. Ça représente le poids propre pour chaque étage fois le déplacement calculé par ou estimé par le mode ici en fonction de la méthode exacte ou Holzer ou Stodola, c'est-à-dire les modes propres qui ne portent pas aucune unité. Au septième étape, nous avons besoin de considérer le nombre de modes pour le calcul des forces sismiques.
selon le règlement algérien. Donc on a si la somme des masses modales effectives retenues égale à 90% au moins de la masse totale de la structure, donc on peut calculer la force sismique à chaque niveau. Dans ce cas, le minimum des modes à retenir est de 3 dans chaque direction considérée. Si on a le cas contraire, donc dans ce cas on peut retenir tous les modes dans le calcul de la force sismique à chaque niveau. Dans la 8e étape, on doit spécifier la combinaison des réponses modales en fonction des rapports R qui est égal TI sur TG, en tenant compte que TI est inférieur ou égal TG. Généralement, dans le mouvement sinusoïdal, nous a l'idée que la première période qui représente le premier mode, généralement est toujours supérieure à cause de la réponse lente de la structure par rapport le mouvement au niveau du sol. Dans ce cas, si on a le cas où le rapport R est inférieur de ce rapport, dans ce cas, la combinaison modale de la réponse modale doit être calculée par cette formule. Dans ce cas, on dit que aucun chevauchement entre les modes. Par contre, s'il y a un chevauchement, c'est-à-dire que le rapport R est supérieur de cette valeur, automatiquement, il y a un chevauchement entre les modes et par conséquent, on doit calculer dans ce cas les forces sismiques avec cette formule. Après ça, on a dans ce cas les forces sismiques finales pour chaque direction. Par la suite, on a besoin de calculer les déplacements. Généralement, il y a deux modes de comportement. Il y a un mode élastique et un mode non linéaire et un mode linéaire. Dans ce cas, selon la relation proportionnelle entre le déplacement élastique et la force appliquée, on dit que le déplacement élastique est égal à la force fois la matrice inversée de la rigidité. Dans ce cas, après la détermination de ce déplacement élastique, on peut déterminer relativement le déplacement entre les niveaux par la formule suivante. Finalement, on doit calculer ou justifier l'effet P delta. C'est le comportement non linéaire avec le coefficient θ qui représente l'effet P delta. Selon le règlement algérien, ce coefficient a 3 cas à justifier. Le premier cas, si le θ est inférieur de 0,1, dans ce cas, l'effet de deuxième ordre est négligé. Si on a le cas où θ est supérieur de 0,1 et inférieur ou égal à 0,2, dans ce cas, on a obligé de multiplier la force sismique dans le niveau considéré avec un coefficient de majoration 1 qui est égal à 1 sur 1 moins θ. Par contre, si ce coefficient θ est supérieur de 0,2, dans ce cas, la structure est potentiellement instable et doit être redimensionnée. Dans la phase de justification vis-à-vis des déformations, les déplacements relatifs calculés précédemment avec cette formule ne doivent pas dépasser 0,01 de la hauteur d'étage.